Et voilà, l'enregistrement est lancé. Merci Géraldine. Et je vais vous demander si c'est possible de faire apparaître sur l'écran ce graphique qui est apparu hier dans le Financial Times. Et voilà, merci beaucoup. Alors, vous voyez, ce sont les décès attribuables à... Ah, il y a quelqu'un qui parle. Je vous demanderai de couper les micros si vous voulez bien. Donc voilà, c'est un graphique qui est apparu qui est apparu hier dans le Financial Times. Ce sont les décès attribuables à la COVID-19. Il y a quelque chose à corriger tout de suite, c'est qu'il y a un autre, et je ne vais pas le montrer parce que bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails sur des graphiques, il y a un autre graphique dans le même article du Financial Times qui nous montre qu'il y a probablement des erreurs assez massives de décompte du côté du Royaume-Uni, du côté de l'Espagne et de l'Italie. C'est-à-dire qu'un recoupement a été fait sur les données par comparaison avec des décès les années précédentes, qui montre qu'en particulier, bon, pour ce qui est de l'Allemagne et de la France, selon le Financial Times, le décompte est bien fait, c'est-à-dire que ce qu'on voit comme des chiffres de décès dus à la Covid-19 pour la France et pour l'Allemagne, c'est probablement, on est très près sans doute de la réalité. C'est-à-dire que les gens qui apparaissent comme étant morts sont morts véritablement. Peut-être ils sont morts certainement, mais ils sont morts en réalité vraiment d'un décès qu'on peut attribuer à la Covid-19. Alors que pour le Royaume-Uni et l'Espagne et l'Italie, en fait, il reste une quantité assez importante, peut-être même la moitié de ce qu'on voit là, supplémentaire, donc 50% en plus, qui sont probablement des décès dus à la Covid, mais qui ne sont pas comptabilisés par les pays eux-mêmes. Italie, Espagne et Royaume-Uni attribués à la Covid-19. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le nombre de décès dans ces pays-là, Royaume-Uni, Espagne et Italie, sont probablement beaucoup plus nombreux que ce que l'on voit apparaître. Mais bon, voilà les courbes. Et donc, pourquoi je les montre? Pour montrer qu'on n'est pas dans l'après-Covid. Ça, en tout cas, c'est clair. Il y a eu reprise, il y a reprise. Et on ne parle pas simplement parce que vous avez dû entendu dire du côté des négationnistes, des gens qui sont dans le déni. Oui, mais vous voyez bien, ces cas qu'on détecte maintenant, en fait, c'est des gens qui n'ont pas de symptômes, ils ne sont pas véritablement malades. En fait, bon, vous voyez, il y a des cas supplémentaires, mais il n'y a pas de décès supplémentaires. Or, voilà, ce sont les décès, donc ce n'est pas les décès ont repris. Et si vous regardez la courbe, je veux dire la tendance dans les courbes pour le Royaume-Uni, la France, l'Italie, même l'Allemagne et bon, l'Espagne qui a l'air d'être sur un plateau, mais après avoir démarré sur les chapeaux de roue, on est dans une reprise. Et j'ai publié sur mon blog il y a quelques minutes des chiffres qui me sont donnés par quelqu'un qui s'intéresse aux chiffres de réanimation en France. Et là, depuis à peu près 3 semaines, la courbe est repartie dans non seulement la vitesse dans le nombre de gens qui entrent à nouveau en réanimation augmente, mais l'accélération aussi. Voilà. Donc, et on sait qu'au niveau de Paris, je crois qu'on a rempli un bon tiers des lits qui sont disponibles. Non, pour mettre, je dirais, pour enlever ça de l'horizon immédiatement, nous sommes bien dans une seconde vague. Je regardais à quelle époque je m'étais intéressé à cette idée de seconde vague. C'était dans un papier du mois de mai où j'avais lancé un avertissement. J'étais allé voir, j'avais été regarder la courbe de la grippe espagnole. Et donc, dans ce papier du mois de mai, j'avais attiré l'attention sur le fait que les décès, le plus grand nombre de décès était lors de la seconde vague. Et après, il y avait une troisième vague. La troisième vague était plus petite, elle était de l'ordre de grandeur de la première, mais la seconde vague était beaucoup plus considérable que la première. Alors, pourquoi la seconde vague pourrait-elle, même dans ce cas-ci, pourrait être plus grande que celle de la première? Eh bien, vous le devinez facilement. Durant la première, les clusters, les premiers clusters sur un pays sont relativement peu nombreux.
Ils sont dans des endroits, souvent, on a vu, près d'aéroports, etc. Et on introduit relativement vite le confinement. Pourquoi? Parce qu'on atteint voilà, on atteint le trop-plein dans les hôpitaux. Mais du coup, on empêche la diffusion de se poursuivre. Avec les vacances, on a permis que des gens à symptômes se retrouvent à peu près partout sur la surface du pays, que ce soit de la Belgique, la France, les pays limitrophes. Et vous le savez, les frontières ne sont pas étanches, même quand on les ferme. La proximité, c'est la proximité, et les choses continuent de se répandre. Donc, un risque, non seulement le fait qu'on est dans la seconde vague, et là, on ne peut pas le nier aux chiffres qu'on voit là, mais avec un risque que les choses aillent très très vite, qu'on se retrouve rapidement dans une situation dramatique comme pour la première fois, et que les points d'alerte possibles soient beaucoup plus répandus à la surface d'un pays. Je regardais tout à l'heure, c'était assez dramatique parce que c'était des infirmiers, des hommes et des femmes que l'on voyait sur le terrain, c'était dans l'État de Michigan aux États-Unis, et qu'on interviewait sur place. Et la dame a pleuré, mais le monsieur a pleuré aussi en parlant. Et il y avait une sorte de désespoir du fait qu'il laissait entendre que quand la première vague s'était interrompue, que voilà, on avait espéré que ça ne reviendrait pas et que c'est là. Bon, il parle de ce qui se passe autour d'eux. Mais sur quoi ils attirent l'attention aussi, c'est que, disent-ils, le soutien de la population, l'enthousiasme des gens autour de nous était important au départ, et maintenant il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain découragement. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est le mot qu'on voit le plus souvent parmi les propos négationnistes de la pandémie, c'est fatigue. Les gens ne disent pas tellement j'ai des chiffres pour vous prouver que c'est pas là. Ils disent je suis fatigué. Euh, et bon, cette lassitude est certainement réelle, mais nous ne pouvons pas l'utiliser comme un argument scientifique. Ça ne prouve pas que ce ne soit pas là, bien entendu. C'est un rejet, mais c'est un rejet d'ordre psychologique. Ça ne fait pas partie d'une évaluation lucide de la situation. Alors, pourquoi j'ai retenu tout particulièrement ce graphique que je vais demander maintenant à Géraldine d'enlever, que je puisse vous voir davantage. Merci Géraldine. C'est parce que nous parlons aujourd'hui de l'Europe et de la France. Et là, j'ai regardé un petit peu toutes les évaluations qui ont pu être faites des réponses. Et en particulier, c'était il y a une dizaine de jours, en France, on a publié un rapport d'évaluation. Un rapport d'évaluation qui a été demandé à la demande, voilà, qui a été à la demande du gouvernement français, de comparer la réponse du gouvernement français par rapport aux autres. Alors, il y a sans doute un petit peu de manipulation parce qu'il se fait que la France se retrouve au milieu partout sur les représentations de la qualité de la réponse. Ça paraît un petit peu artificiel, montrant qu'on n'a pas fait mieux que les autres, mais on n'a pas fait pire non plus. Un des graphiques d'ailleurs est un peu convaincant, parce que pour ce qui est des pertes économiques, malgré la présentation du graphique qui met la France au milieu, le graphique montre très clairement que pour les pertes économiques, la France en Europe et dans le monde entier, enfin quand je dis dans le monde entier, dans les pays industriels, est parmi le pays qui a perdu sur le plan économique le plus, 13% de PIB au premier semestre. Bon, pour ce qui est du reste, et là, quand on regarde une évaluation de l'ensemble des pays européens, il y a trois faits qui apparaissent, trois dimensions qui expliquent ce qu'il faut bien appeler la médiocrité dans la réponse. Alors, je sais, et vous le savez aussi, et j'attirais l'attention là-dessus dès le départ, c'est une situation inattendue, c'est quelque chose qui, dans l'ordre historique, une pandémie comme celle-là a toujours été considérée comme ce qu'on appelle un fléau, une calamité, une plaie, c'est-à-dire quelque chose qui est vécu comme de l'ordre de l'extraordinaire, très dangereux et dont il faut se méfier. Et vous le savez, nous sommes mieux équipés, bien entendu, maintenant, quand même, pour réagir
à des situations comme celle-là. Bon, les États peuvent s'organiser, on peut s'organiser au niveau local, on peut essayer de mettre au point non seulement trouver une thérapeutique, mettre au point des vaccins, etc. Nous ne sommes pas désarmés. Nous aimerions aller plus vite. On ne peut pas reprocher entièrement au gouvernement de ne pas avoir une réponse absolument parfaite. Le gouvernement qui a eu la réponse la plus appropriée, la plus efficace, et qui est toujours dans l'efficacité, je dirais, quasi absolue, c'est la Chine. Mais là aussi, on sait qu'il y a eu des hésitations au départ, il y a eu des ratés, il y a eu des tergiversations sur une période restreinte. Mais là aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une hésitation entre est-ce qu'il y a véritablement quelque chose, oui ou non, et est-ce que cette chose est véritablement dangereuse, oui ou non. Tant qu'on n'a pas des données, tant qu'on ne peut pas voir des gens dans les hôpitaux, voir comment se manifeste ce virus, qu'on n'a pas découvert que c'est un virus et de quelle famille, etc., il y a un temps d'hésitation. Et dans un cadre relativement répressif comme celui de la Chine, on fait taire pendant les 3 premières semaines, on fait taire les gens qui alertent à juste titre en disant qu'ils répandent des rumeurs. Bon. Donc il n'y a pas de meurtre, mais il y a des gens qui sont vraiment, interrogés par la police, mis sur la sellette, etc., etc. Puis la réaction, la diffusion à l'extérieur de l'information. Et là, je dirais à la décharge de la Chine, on s'aperçoit que la réaction des autres gouvernements se compare difficilement avec la réaction de Chine. Donc, une répression au départ qui fait qu'il y a quelque chose, je dirais, qui n'est pas souhaitable du tout et qui est de l'ordre du négatif, mais rapidement ensuite, du fait de la promptitude de la réponse, une réponse beaucoup plus efficace de la Chine. La Chine, on a déjà les chiffres du 3e trimestre pour la Chine, ce sont des chiffres positifs. La Chine va se retrouver probablement à la sortie de 2020 avec un bilan positif sur le plan économique et de très bonnes perspectives pour l'année prochaine. On me dit oui, mais le marché extérieur de la Chine est dans un état déplorable. Le marché extérieur de la Chine, c'est nous et nos voisins. Mais le fait est que la Chine est moins sensible maintenant à son marché extérieur. Parce que les commentateurs, à partir de 2008-2019, les commentateurs occidentaux ont dit à la Chine, développez votre marché intérieur, maintenant c'est le moment de faire augmenter les salaires localement, que la demande de votre demande industrielle, de votre demande de service, que ce soit essentiellement des Chinois qui la remplissent. Et ça, la Chine l'a fait. Je ne crois pas que ce soit parce qu'elle a écouté les conseils avisés de certains d'entre nous. Je crois qu'elle est arrivée elle-même à cette conclusion. Mais du coup, elle est beaucoup moins vulnérable, bien entendu, aux achats que nous pouvons faire ou non. Donc, elle a gagné une certaine auto-résilience, une autonomie qui lui permet de résister mieux aussi à une situation de ce type-là. Et une partie de son marché extérieur, évidemment, c'est la zone autour d'elle, c'est-à-dire la Corée, le Japon, et donc aussi des pays qui s'en sont mieux sortis parce qu'ils ont des attitudes de type de celle de la Chine. Alors, quand on fait donc l'examen des pays européens, mais c'est à ça que je vais consacrer le reste de l'exposé, qu'est-ce qu'on voit? Essentiellement 3 choses, et je vais les étoffer une à une. De l'impréparation. Quand on prend conscience de la situation, beaucoup d'hésitation, beaucoup de tergiversation, de 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et beaucoup de conflits. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'aurait pas pu, je dirais, le deviner avant. Beaucoup de difficultés dues à la régionalisation, à la délégation des pouvoirs à l'intérieur de la zone euro et à l'intérieur des pays en particulier. On nous avait présenté comme la régionalisation comme étant quelque chose d'entièrement positif.
Et vous le savez, les mouvements de type écologique, pseudo-survivaliste, etc., mettent l'accent énormément sur le local. Mais qu'est-ce qu'on voit dans une crise comme celle-ci? Ça empêche une coordination au niveau global, qu'il s'agisse du niveau des pays individuellement ou de l'Europe en tant que telle. Mais j'y reviendrai. Je vais procéder dans l'ordre. Donc, impréparation, premier point. Deuxième point, les hésitations. Et troisième point, les conflits entre les autorités à différents niveaux de délégation à l'intérieur de l'unité, que l'unité soit l'Europe ou les pays particuliers, ou même les régions à l'intérieur des pays qui sont fédéraux ou de type confédéraliste. Impréparation, quand on regarde les réactions, d'abord une certaine incrédulité au niveau européen, là je parle de l'ensemble des pays, ensuite on se tâte pendant un certain temps, et puis il y a une panique. Il y a une panique véritablement dans la plupart des pays et au niveau européen en particulier dans ce qu'il faudrait faire. Dans les pays particuliers, on s'aperçoit rapidement que les ressources qu'on devrait avoir, c'est-à-dire des masques, des lits d'hôpitaux, des respirateurs, un équipement à absolument tous les niveaux, que cela manque, ou cela manque à certains endroits, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et alors là, nous en avons parlé. Je demanderai à Jo de couper le micro, si possible, la personne qui apparaît comme Jo. On n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas tout ce qu'il faut. On s'aperçoit qu'on avait parfois ce qu'il fallait il y a encore 2 ans et qu'on a détruit les stocks. Et là, souvent, les gouvernements réagissent dans la panique, c'est-à-dire, et on l'a vu tout particulièrement en France, au lieu de dire on n'a pas les masques, il faut être patienté, il faut trouver quelque chose, ou faire comme en Allemagne, c'est-à-dire mettez un foulard, mettez n'importe quoi, mais essayez de protéger votre nez et votre bouche pour protéger les autres et vous-même. En France, on dit non, c'est pas nécessaire. Et là, vous pouvez le voir sur YouTube, des bêtisiers où on voit un certain nombre de ministres, un certain nombre de représentants du gouvernement, porte-parole, tous dire, je dirais, une accumulation d'âneries pour justifier le fait de ne pas porter des masques contre toute évidence et contre ce que les gens peuvent voir à la télé, peuvent voir dans des journaux d'autres pays et ainsi de suite. Le masque est une des formes de protection contre le fait que le virus se répande. Alors, la question, ça j'en ai déjà parlé en particulier quand je vais parler de l'économie, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre, et là j'en dis juste un mot pour le rappeler, que la politique du flux tendu qui a été mise en place pour diminuer les frais de stockage, que quand il nous manque quelque chose, à la limite, je dirais, dans l'environnement le plus automatisé, c'est que quand vous enlevez un produit sur un supermarché, sur un rayon, le rayon enregistre le fait que vous avez enlevé un produit sur la pile où il n'en reste plus que 5, là où il y en avait 10, que les chiffres sont calculés point de vue dans un logiciel, que ça va dans une base de données et que la base de données débouche sur un système décisionnel où on repasse commande quand il manque ce qu'il faut à l'endroit où ça devrait être. Et que la commande part aussitôt vers un pays étranger d'où des produits viendront par bateau ou par avion, mais dans des processus quasiment minutés. Et là, on s'aperçoit, bien entendu, que quand les pays où il faudrait s'approvisionner sont les premiers touchés dans la pandémie, que bien entendu, il ne se passe plus rien. Et là apparaît tout de suite la demande, il faut revenir à, il faut avoir ces produits, il faut que la prochaine fois, on ait ces choses-là au niveau local et qu'on ne doit pas dépendre des autres. Donc une certaine remise en cause du libre-échange, c'est-à-dire simplement de compter justement sur ce système de commande et en particulier en flux tendu, dont la fragilité apparaît au premier plan dans une situation comme celle-ci. On s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas moyen de gérer toutes les données.
qu'on ne récolte pas toutes les données de manière systématiquement, qu'on n'a pas de moyens de traiter l'ensemble des données. Et ça, il apparaît en particulièrement, par exemple, pour un pays comme l'Espagne. C'est une chose dont les commentateurs se plaignent. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Quand les chiffres arrivaient, il n'y avait personne qui s'occupait de les analyser, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Ça pourrait être soit une désorganisation qui serait historique, qu'on ne l'ait jamais fait, mais comme vous le savez, il y a aussi eu une régression à ce niveau-là. On avait, dans la plupart des pays, on avait un bureau du plan, il y avait des collectes de données systématiques. Maintenant, ça se fait encore, mais on le sait, par exemple, dans le cas de la France, il y a différents plans à différents endroits et ils ne communiquent pas nécessairement. Et ils sont tous plutôt à titre consultatif qu'à titre impératif de prendre véritablement des décisions. On n'a plus ce qu'on avait pratiquement dans tous les pays dans la période, je dirais 1945-1965, pour donner un chiffre, des bureaux du plan, des collectes systématiques d'informations pour savoir où on en est et que s'il fallait réagir, on saurait comment. Le souvenir, bien entendu, de la guerre, des rationnements, des privations, tout ça devait être là pour qu'on ait encore le sentiment qu'il fallait savoir où on en était. Après, on est basculé dans la logique petit à petit donc de la main visible, que le moins de supervision possible était le meilleur et que le mouvement brownien, je dirais, de l'ensemble des gens cherchant à assurer leur propre subsistance d'une manière ou d'une autre, allait faire les choses. C'est la logique qu'on nous présente encore. C'est celle qu'on appelle de la responsabilisation. On répète aux gens qu'ils doivent être responsables, qu'on va supprimer telle ou telle aide et qu'ils vont être responsabilisés par le fait de devoir se débrouiller eux-mêmes. Quand des gens se plaignent qu'il n'y a pas d'emploi dans une région, on a tendance à leur dire c'est une question de force de caractère et si vous vouliez vraiment, vous pourriez, c'est-à-dire en fait, appelons les choses par leur nom, de déléguer la solution de problèmes généraux, sociaux, collectifs aux individus qui, en général, n'ont absolument pas accès aux moyens de résoudre la situation. Mais, nous le savons, c'est la logique néolibérale et qui, en particulier, donc, nous est arrivée dans les années 70 par les États-Unis avec M. Reagan et par Mme Thatcher en Grande-Bretagne et qui s'est répandue, qui est devenue la plupart des pays, des partis et des régimes sociodémocrates se sont convertis au néolibéralisme. Quand on fait un examen de conscience, c'est M. Bérégovoy, c'est M. Jospin, c'est M. Hollande qui ont été les plus grands artisans de la mise en place en France de ce type d'approche. Il y avait un livre très intéressant, j'en ai fait un compte-rendu, qui m'avait été envoyé par un acteur du premier gouvernement Mitterrand. C'est très intéressant, j'oublie son nom, ça va peut-être me revenir, ou alors vous allez me le souffler. C'est quelqu'un donc qui a été responsable des nationalisations. Et quand on regarde cela, c'est très intéressant parce que les nationalisations, au moment où il y a un premier gouvernement Mitterrand, il y a un programme de nationalisation parce qu'il fait partie du programme commun de la gauche entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Ce programme commun date de 9 ans auparavant et au moment où il y a un gouvernement avec pour la première fois depuis 1945, ces deux partis au gouvernement. Le fait est qu'on ne sait plus exactement pourquoi on voulait nationaliser et que ça se fait dans le désordre, avec là aussi 3 pas en avant, 2 pas en arrière, parce qu'on a perdu, on ne sait plus quelle est la philosophie qui avait présidé à ça. On se souvient vaguement qu'on avait nationalisé, si on avait nationalisé en 1945, c'était essentiellement pour punir les industriels qui avaient collaboré, que c'était pour pouvoir nationaliser Renault, pour empêcher la famille Renault de continuer à profiter des bénéfices qui avaient été accumulés durant la guerre. Mais par ailleurs, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire communiquer ces nationalisations avec l'idée d'un bureau du plan. La justification n'est plus trouvée et du coup,
bien entendu, ça ne marche pas. Et quand M. Chirac arrive au premier plan, très rapidement, il détricote entièrement cela. Et personne ne le regrette, puisqu'on ne sait plus exactement, de toute manière, on n'avait jamais su exactement pourquoi il avait fallu le faire. C'est le genre de choses auxquelles il faudrait quand même réfléchir. Et ça, on le voit maintenant en situation de crise. Et c'est la critique générale qu'on peut faire à l'égard, bien entendu, de la main visible d'Adam Smith. La main invisible d'Adam Smith, elle fonctionne très bien quand tout va bien, mais un bon exemple à contrario, c'est quand M. Greenspan, gouverneur de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, quand il est convoqué à la fin du mois de septembre 2008 pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché, il dit j'ai cru, il dit ça dans une phrase assez compliquée, mais c'est ça qu'il dit. J'ai cru que chacun suivrait son bon intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la référence aux brasseurs, bouchers et boulangers dans l'exemple d'Adam Smith, que s'ils suivent leur bon intérêt, les choses allaient fonctionner. Et qu'est-ce qu'il dit? Les directeurs de banque n'ont pas suivi leur intérêt bien compris. Or, c'est faux. Ils ont suivi leur intérêt bien compris, mais leur intérêt bien compris n'était absolument pas collectif. Ils ont chacun se sont mis chacun à courir vers la sortie, comme dans la panique dans un film ou quelqu'un dans une salle de cinéma où quelqu'un décrit au feu, eh bien, l'intérêt bien compris, ce ne sera pas dans l'intérêt général. Chacun essayera de sauver sa propre vie en bousculant les autres. Et vous connaissez ces histoires affreuses qu'on nous raconte encore, l'incendie du bazar de la Charité, donc le premier grand magasin à Paris, incendie le jour de l'inauguration. Il y a essentiellement des femmes et des enfants, mais il y a quelques grands bourgeois qui sont là aussi pour assister à ça. Et les témoins d'époque disant ces hommes qui, à grands coups de leur canne, se frayaient un passage parmi les femmes et les enfants. La main visible, c'est bien quand tout va bien. Sinon, ça ne marche pas. Même chose pour... même chose. Mais c'est un autre inconvénient. Ça ne marche que dans les situations où les ressources sont illimitées ou en tout cas apparaissent illimitées, ce qui était bien le cas, bien entendu, de l'Europe de 1776 quand Adam Smith écrit la richesse des nations. Il y a encore de la place pour tout le monde. On n'a pas l'impression que quoi que ce soit limité. Et comme je le disais la fois dernière, on envoie toute la pollution dans les rivières, on envoie toute la pollution dans l'air sous forme de fumée de cheminée et ça ne dérange personne. On se dit qu'il y a là autour de nous un monde illimité. La main visible ne fonctionne pas. On a vu d'une certaine manière un démenti de la main visible en 2008-2009. On est en train, je dirais, d'en voir un second cette fois-ci. La différence, et là je l'avais rappelé la fois dernière, c'est qu'au niveau des autorités, on a l'air de l'avoir compris maintenant. Et c'est pour ça que s'explique, à mon sens, le revirement du Fonds monétaire international, qui donc, quand j'en ai parlé la semaine dernière, ça date d'une semaine, donc ça date de 15 jours maintenant, qui maintenant nous dit non, absolument pas, il ne faut plus réessayer l'austérité, il faut au contraire que les États s'endettent autant qu'il le sera nécessaire et pour essayer de relancer la machine. Donc il y a quand même il y a une prise de conscience justement que des limitations de la main visible. Et pour ce qui est de la dette, on encourageait au niveau justement du Fonds monétaire international l'ensemble des pays de ne pas dépasser un endettement de plus de 100%, c'est-à-dire l'équivalent de 10 points de PIB dans la plupart des pays. Et là, dans les calculs qui ont été faits récemment, c'est-à-dire avant même qu'il soit question d'une deuxième vague éventuelle, on est maintenant à 117% en moyenne pour l'ensemble des pays. Donc voilà, les choses sont en train de changer. Quand on parle aux étudiants qui sont dans les grandes écoles, qui forment les fonctionnaires qui vont diriger le pays demain, ils vous disent tous la même chose aussi. On nous forme à des méthodes, on ne nous forme pas à des objectifs. On ne nous dit pas, voilà, vous apprenez ceci ou cela, et ça va pouvoir vous servir à faire ceci ou cela. Non. C'est une boîte à outils, mais c'est une boîte à outils qui n'est pas accompagnée de projets.
on vous dit, vous vous retrouverez dans une situation particulière où vous pourrez utiliser ces outils, mais il n'y a pas, dans un sens voilà, qu'on aurait appelé colbertien, colbertiste autrefois, que c'est par rapport à un projet général. Et ça aussi, bien entendu, ça n'aide pas parce que ça va, dans une situation de crise, ça va faire que chacun va venir avec ses propres des idées sur la chose. Voilà, il y a un titre, c'est pas sur la Covid, mais il y a un titre aujourd'hui, en ce moment même, je crois, je l'ai vu tout à l'heure, dans Le Monde, réaction au meurtre de Conflans-Sainte-Honorine, la cacophonie, chaque ministre dit, chaque ministre avec, je veux dire, assurance et détermination dit quelque chose de contradictoire avec ce que disent les autres. Et donc là, on voit, je crois, vraiment en live, en temps réel, les difficultés d'avoir mis entre parenthèses la planification, les méthodes qui permettent de savoir où on en est et où on va. Et ce n'est pas, je dirais, il n'y aurait que nous, mais nous savons que pendant ce temps-là, il y a un pays en particulier, il y a un pays de la Chine, dont nous n'approuvons pas toute la manière de gérer ces affaires sur différents postes, mais qui, pendant que nous plongeons, lui continue sur sa lancée, et voilà, avec plus d'1 milliard de personnes comme étant son pouvoir d'achat de ses produits, d'une certaine manière, a beaucoup moins besoin de nous que c'était le cas précédemment. Donc, là aussi, comme quand j'ai parlé de géopolitique la semaine dernière, à propos en particulier des États-Unis, un pays qui plonge et un autre qui continue son ascension. Donc, le type même de situation détonnante sur un plan géopolitique. Alors, au niveau de l'Europe, panique là aussi, il ne se passe rien au départ, et puis on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a aucune planification, même aucune organisation, aucune coordination de différentes actions qui pourraient avoir lieu dans une situation comme celle-là. J'avais parlé voilà, parce qu'une situation que je connais bien sur le terrain aux États-Unis, où j'habitais 12 ans, la FEMA, l'organisation qui s'occupe des calamités naturelles. Bon, et qui est une organisation qui permet que du jour au lendemain, elle a des avions, que là où il y a eu un tremblement de terre massif, où il y a eu une inondation massive, le lendemain, des gens débarquent, des fonctionnaires, et qui s'occupent voilà, d'établir des constats, d'appeler les assurances, etc., etc. Et détricotage de ça par monsieur Trump, qui a essayé d'en faire, de toutes les étapes de ce processus, a essayé d'en faire un processus privé, avec des délais supplémentaires, des marges bien sûr bénéficiaires ajoutées à chacun des niveaux, et on voit le résultat dans la gestion de la pandémie aux États-Unis, qui est le pays, alors que c'est la plus grande puissance économique, le pays qui s'en sort le moins bien par rapport à tous. Il fait pire que le Brésil, pire que l'Inde, pire que l'Iran, alors qu'il a les moyens. Mais il y a un autre élément, et ça j'en avais parlé déjà la fois dernière, auquel je reviendrai ensuite, c'est donc les conflits entre les autorités aux différents niveaux régionaux. Pas d'entraide organisée au niveau européen. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit, les premières choses dont on parle dans les journaux au mois de février et au mois de mars, c'est en Allemagne que des cargaisons de masques, d'équipements destinés à d'autres pays sont arraisonnés par la police et ne quittent pas le pays. Donc, assez mauvais exemple donné par l'Allemagne dans ce cadre-là. L'Italie, aussitôt, qui aurait été la première bénéficiaire, bien entendu, parce qu'elle était à l'avant-garde, comme l'Espagne, au niveau européen de la pandémie. L'Italie qui dépose une plainte au niveau de l'Europe, parce qu'elle reçoit de l'aide, elle est aidée par la Russie, par Cuba et par la Chine, et que l'Allemagne lui refuse de l'aider. Donc, pas très concluant à ce niveau-là, plutôt inquiétant, les premières réactions. Madame Merkel, bon, elle s'est excusée depuis, mais le fait est quand même que ça a eu lieu dans son pays. Ça a eu lieu dans son pays, et même au niveau régional,
en Allemagne, apparemment, il y a eu des choses de cet ordre-là. Alors, refus de coopération entre les différents pays au niveau européen. Et quand l'Europe prend une décision, finalement, c'est le 14 mars, eh ben, elle fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle refuse que les produits qui pourraient être utilisés soient donnés passant de l'aide vis-à-vis du reste du monde. Au niveau de l'Union européenne, on bloque les frontières pour ce qui est justement de la circulation des produits. Donc, un exemple, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre le chacun pour soi. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau européen. Chacun attire l'attention là-dessus. Comment est-ce que c'est possible? Et là, il faut faire un tout petit peu un retour en arrière. L'Europe n'est pas fédérale. On le sait, elle n'est pas organisée au niveau fédéral. J'y reviendrai parce que je dirai quelques mots, si j'ai le temps, de parler de la zone euro dans ce contexte-là. Ce n'est pas une organisation fédérale. L'Europe, et là on le voit dans ce cas-là, c'est un marché, c'est toujours un marché. Et quand on fait l'histoire de la construction européenne, c'est une histoire de marché. Ça commence par le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. C'est un accord commercial entre 3 pays. La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui suit aussitôt, c'est un accord commercial. C'est pour ça dit bien ce que ça dit. C'est pour le charbon et pour l'acier. Qu'est-ce qui apparaît ensuite après la CECA? C'est le marché commun. Et le nom est là, le marché commun à 6. On ne parle pas d'Europe, on dit c'est le marché commun, c'est un marché. Et quand l'Union européenne apparaît ensuite, la zone euro ensuite, la zone euro c'est monétaire, mais on s'aperçoit dans une crise comme celle-ci que l'Union européenne aussi c'est un marché et que là, je dirais une attitude spontanée de marché qui est de faire de l'accaparement. Dans situation de difficulté, parce que c'est ça le terme. Quel est le terme technique pour le fait d'aller sur un aéroport et d'empêcher qu'une cargaison destinée à l'étranger y aille? C'est de l'arraisonnement, voilà. Mais garder des marchandises sur son terrain en espérant que le prix va monter en raison de la rareté qui monte, ça c'est de l'accaparement. Et je l'avais mentionné, je crois que c'était lors de l'exposé sur l'économie, que durant la Révolution française, le problème était devenu tel qu'il avait été question, je crois que c'est dans le nouveau projet de Déclaration universelle des droits de l'homme, celle qui n'a jamais en fait été votée, peine de mort pour l'accaparement, pour le fait de ne pas laisser circuler des marchandises qui pourraient être nécessaires ailleurs. Donc, l'Europe n'a pas bien réagi, n'a pas fait la preuve de ce qu'il fallait faire. Il y a maintenant des sommes qui ont été dégagées de l'ordre de 750 milliards. Sous une double forme. La moitié à peu près, ce seront des prêts aux entreprises et l'autre moitié, ce seront des dons, comme par exemple quand le chômage partiel est payé par le gouvernement. Il y a des chiffres aussi, bien entendu, il y a des plans en France, des plans de relance. Les chiffres, je vais regarder les chiffres, je ne vais pas vous en parler parce qu'ils ne sont absolument pas fiables, au sens où quand un chiffre extraordinaire, astronomique vous est présenté, en fait, c'est parce qu'on a de manière implicite mis un multiplicateur en disant que puisqu'on allait dégager de l'argent ici, qui allait aller là, ça permettra de l'argent ailleurs d'être dégagé aussi. Donc, des chiffres pas véritablement fiables. J'ai vu un chiffre qui me revient, 400 milliards dont on parle et qui en réalité sont véritablement 82 milliards avec un effet multiplicateur. Alors, on va voir. D'autant plus que s'il faut prendre véritablement au sérieux la seconde vague, et bon, les chiffres sont là, il va falloir refaire les calculs. Et vous l'imaginez bien, refaire des calculs dans une situation où on ne sait pas exactement où on sera le confinement la semaine prochaine, ce n'est pas de l'ordre de l'évident. Alors, autre type, je dirais, d'impréparation, c'est que tout le monde a dit
la première vague va nous permettre de tirer des leçons. Et si devait se présenter une seconde vague, nous en bénéficierions exactement parce que nous saurions exactement quoi faire. On le voit au niveau des hôpitaux qui savent maintenant mieux ce qu'il faut faire, dans quel ordre accueillir les gens, quelle procédure utiliser, qu'il faudra sans doute utiliser des corticoïdes parce qu'on sait maintenant qu'il y aura des inflammations, des choses de cet ordre-là. Mais au niveau des gouvernements, on semble toujours être dans la navigation à vue. Il ne semble pas qu'on ait tiré de très très grandes leçons de ce point de vue-là. Là aussi, on voit des déclarations de ministres et puis contredites le lendemain par une déclaration officielle du président de la République. On n'a pas l'impression qu'on se soit réunis, qu'on ait dit voilà, il s'est passé ceci, cela, etc. Si ça revient, il faudra qu'on fasse autrement. Au point que vous le savez, tous les équipements provisoires qu'on avait faits dans des gymnases, etc. Moi, je l'ai vu dans ma région au début du mois de juin, on abat les cloisons en plâtre, etc. Comme si on ne savait pas que de toute manière qu'il y aurait un automne et que l'automne risquait d'être dangereux. La difficulté à tirer le son, c'est un petit peu la chose que j'avais dit dans un exposé précédent. Malheureusement, c'est un peu lié au fait que les gens qui tirent les leçons et qui disent voilà, on sait exactement ce qu'il faudra faire la prochaine fois, ce ne sont pas les gens qui prennent les décisions et que là, il y a toujours un hiatus qui est difficile à combler. Alors, deuxième dimension, et là, bon, je viens d'en parler en fait déjà d'une certaine manière, les hésitations. Les hésitations. Et là, bon, ça j'en ai parlé dans le premier exposé, donc j'y reviens pas, je fais juste un résumé rapide. Protéger l'économie ou protéger la population. Et là, je vous avais montré des chiffres qui n'ont pas encore véritablement changé. Les pays qui ont voulu protéger à tout prix la population sont ceux qui ont pu relancer immédiatement ensuite l'économie parce qu'il y avait une certaine éradication ou en tout cas un contrôle très très serré de la pandémie. Ceux qui ont voulu ménager la chèvre et le chou, la santé des personnes plus l'économie, là je vous avais montré les chiffres, c'est les pays qui ont fait ça ont des très mauvais chiffres en nombre de décès et des très mauvais chiffres pour l'économie. Il y a quelques cas plus marginaux dont on peut discuter, comme la Suède, bon, qui est un pays de 11 millions d'habitants, avec des zones assez reculées, etc., qui a tenté de véritablement sauver d'abord l'économie et qui a des chiffres assez mauvais du point de vue de la santé, puisqu'il y a quand même un nombre élevé de personnes qui sont mortes. Et dans ce cadre-là, bien entendu, deux politiques qui apparaissent comme deux politiques polaires. L'éradication, de confiner absolument pour que le virus ne puisse pas se répandre par contagion, ou bien immunité de groupe. Et là, on s'est aperçu que les pays qui ont hésité un certain temps, comme la Grande-Bretagne sur la possibilité de faire de l'immunité de groupe, ou alors monsieur Trump maintenant qui l'a brandi dans les derniers jours de son mandat comme la chose qu'il faudrait faire. Il faut une politique de ce type-là exige un très très grand nombre de morts pour pouvoir être mise en place. Ou non, pas être mise en place, mais pour qu'on y arrive comme un résultat à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que un certain nombre les gens ne seront pas protégés et donc tous les gens qui seront fragilisés disparaîtront avant qu'on arrive à un degré suffisant d'immunisation dans la population, c'est-à-dire au sens où ceux qui ont survécu sont maintenant immunisés. Mais pour ça, il faut arriver à des niveaux d'infection de l'ordre de 50 à 60, 65% de la population. Et là, on en est, heureusement, on en est encore très très loin. Différents chiffres sont faits, mais on arrive à de l'ordre, dans nos pays, de 5 à 10% de personnes immunisées. Donc, pour arriver à 60 ou 65, il y aura encore énormément de chemin à parcourir. Et donc, certainement, des situations d'engorgement des hôpitaux,
qui débouche donc sur ce qu'on appelle donc cet effet ou ce syndrome de Bergame, des personnes qui ne sont jamais traitées, qui sont à l'hôpital, mais qui sont sur des brancards et qu'on n'a jamais eu le temps véritablement de traiter et qui meurent là sans le moindre soin qui leur permettrait d'essayer de s'en sortir. Alors, il y a eu aussi, et ça, on avait parlé la première fois, parce que ça, c'est un problème je dirais, de nos intuitions, de nos bonnes et nos grandes, de bonnes intuitions de certains types de processus. Et là, j'avais attiré l'attention là-dessus. Pour les problèmes d'échelle, nous n'avons pas de bonnes intuitions. Pour nous, quelque chose qui touche 100 personnes ou qui touche 100 000, nous ne pouvons pas avoir l'intuition de la différence véritable entre ça. Donc, les ordres de grandeur, nous n'y sommes pas véritablement sensibles. Les phénomènes de type non linéaire, c'est-à-dire avec des sauts, comme ils sont relativement imprévisibles, là aussi, nous ne pouvons pas nous faire une représentation de comment ça marche véritablement. Et un processus exponentiel qui est typique donc des pandémies. Là, nous n'avons pas la moindre représentation intuitive. J'avais donné l'exemple d'un processus qui double à chaque jour, et nous ne pouvons pas prévoir, nous ne savons pas nous présenter ce que c'est. Alors, si on donne un chiffre, par exemple, en disant le nombre de cas se multiplie par 2 tous les 3 jours. Voilà. Alors, on voit maintenant beaucoup de gouvernements qui vous disent oui, mais en fait, finalement, on a hésité sur ce truc que de 3 jours. Oui, mais si on était dans un processus de doublement, c'est-à-dire qu'on avait affaire à 1000 un jour et à 2000 3 jours plus tard. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle les décisions se prennent justement dans les gouvernements ne permet pas de réagir à quelque chose de l'ordre justement d'un processus de type exponentiel. J'imagine qu'il y a dû y avoir des réunions où vendredi soir, il devait être déjà 20 heures, on a dit bon, allez, on rentre à la maison et on s'occupera de ça de lundi matin. Et où c'était, en fait, dire ça, c'était une décision absolument catastrophique. Je pense au mois de mars ou au mois d'avril. Si on a fait ça à ce moment-là, le terme n'est pas exagéré, c'était criminel. Mais ça, nous n'avons pas l'habitude. Nous n'avons pas l'habitude que les choses puissent aller aussi vite qu'elles vont dans une pandémie. Qu'on puisse dire, qu'on puisse dire, comme on dit maintenant, il n'y a qu'un tiers des lits qui sont occupés en région de Île-de-France, et ne pas se rendre compte qu'un tiers, si ça double, si ça double de 3 jours, 3 jours plus tard, c'est 2 tiers. Et si ça double de 3 jours plus tard, ça fait 4 tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de gens qui sont dans les couloirs. Bon, nous n'avons pas des intuitions qu'il faut. Il faudrait là mettre des processus, je dirais, véritablement automatiques, où les choses, où c'est la machine qui décide de passer à l'étape suivante, et que ça ne dépende pas du fait que les gens sont fatigués le vendredi soir, parce que ça peut être véritablement tragique. D'autre part, dans les hésitations, il y a eu on peut mettre les incohérences, maintenir les élections municipales, alors on parle d'un processus qui est un processus exponentiel de contagion. C'est criminel, il ne fallait pas le faire. Il y a une photo qui a été mise, je crois que c'était dans le Guardian hier. C'est monsieur Macron qui se rend dans un EHPAD, je n'ai plus la date exactement en tête, je crois que c'est fin février, et la scène est très sympathique. Il est là assis à une table avec de vieilles personnes, mais personne n'a de masque, personne n'a pas. Ça peut être, l'événement a pu être ce qu'on appelle un super spreader maintenant. Ça a pu être un événement où on a répandu le virus de manière tout à fait considérable. On n'était pas prêt, Et puis ensuite, il y a eu les hésitations. Autre incohérence, bien entendu, on dit aux gens restez chez vous, mais si vous devez prendre le métro, il ne faut quand même pas hésiter pour aller travailler. Ou bien il faut rester chez soi, ou bien il faut prendre le métro. Mais on ne peut pas dire que les deux sont cohérents l'un vis-à-vis de l'autre. L'un est contradictoire, avec l'autre. Et on le voit maintenant aussi.
Ou bien on dit, là aussi on voit des photos des gens qui se rendent dans un avion, et là il n'y aura qu'un siège sur deux qui sera occupé, mais dans la file qui les conduit entre, voilà, dans la salle d'attente à l'aéroport et l'avion, ils sont là, ils fressés les uns contre les autres comme avant. Donc toutes ces incohérences-là, on n'a pas véritablement encore tenu compte. Même chose par rapport au télétravail. On aurait pu réfléchir à l'avance à la possibilité l'éventualité d'une pandémie et mettre au point une politique par rapport à cela. De dire, voilà, s'il se passe ceci, on fera cela. Et là aussi, hésitation, je l'avais signalé, les entreprises n'aiment pas trop, vu la hiérarchie militaire qui existe, de type militaire qui existe dans la plupart des entreprises, avec de nombreux niveaux de délégation de pouvoir et de commandement. On n'aime pas trop que les gens travaillent à la maison, on ne sait pas comment ils utilisent leur temps, etc. Et alors, bon, voilà, maintenant, on nous dit, par exemple, en Belgique, je vois, ah oui, tout le monde, on va tous télétravailler, ou bien on nous dit, il faudra télétravailler 2 jours sur 5. Là aussi, c'est comme le métro, 2 jours sur 5, non, ça devrait être 0 ou 5, mais pas 2 jours sur 5. Et là, je dirais, l'absurdité des mesures qui sont proposées ne semble pas choquer particulièrement. Alors enfin, le troisième grand point, c'est le régionalisme, c'est le manque de coordination entre les différents niveaux. Et là, j'en avais parlé parce que quand j'ai parlé de géopolitique la fois dernière, j'ai parlé de ce facteur comme étant tout à fait massif aux États-Unis, où des autorités au niveau d'une ville, d'une agglomération, sont en contradiction avec les autorités de l'État quant aux instructions de ce qu'il faudrait faire, qui elles-mêmes sont en contradiction avec ce que la Maison-Blanche voudrait, oui ou non, des États adjacents qui ont des politiques différentes, des États où le gouverneur est démocrate et au niveau des villes, on est républicain ou inversement. Et c'est-à-dire en fait, qu'en fait, aucune décision n'est véritablement prise au niveau du terrain. Et si elle est prise, c'est dans un tel flux de contradictions que finalement rien ne se passe. C'est tellement contradictoire. Il faut alors qu'à un niveau particulier, il y ait pratiquement des personnalités qui apparaissent et qui prennent le pouvoir. Ça a été le cas à New York avec Monsieur Cuomo, qui a véritablement, en tant que gouverneur de l'État de New York, est devenu une personnalité dont on a vu qu'il avait pris en main les initiatives. Mais ça a dépendu au niveau local de telle ou telle personne. Et là, donc, ce qui nous est apparu à une époque comme étant l'avenir, et j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que les responsabilités apparaissent de plus en plus au niveau du terrain même, quand il s'agit de quelque chose comme une pandémie, quand il s'agit, voilà, aussi, vous vous souvenez du nuage de Tchernobyl, on ne peut pas gérer au niveau des départements le nuage de Tchernobyl. C'est au niveau il faudrait que ce soit au niveau de l'Europe à ce niveau-là. Mais c'est déjà pas mal si c'est au niveau des pays particuliers. Mais là, non, on ne peut pas. Il y a un certain nombre de choses qui dépendent de l'État ou en tout cas des autorités au plus haut niveau pour pouvoir coordonner l'ensemble des activités. Là, je vous donnais l'exemple de la FEMA aux États-Unis à l'époque avant Trump, où c'était une force d'intervention pratiquement d'ordre, c'était des civils, mais l'organisation était de type militaire en termes d'efficacité, qu'il se passait, voilà, tremblement de terre dans un endroit, un tremblement de terre qui produit énormément de dégâts, et le lendemain, tout le monde est sur le terrain avec des lits qui viennent dans des avions, des lits de camp, toute une organisation, des tentes, tout ça. Il faudrait que nous revenions, en tout cas, à une compréhension de choses de cet ordre-là. Et si les catastrophes, espérons que ce ne sera pas le cas, devaient se multiplier, mais malheureusement, avec la destruction que nous opérons de l'environnement, on ne peut pas tout à fait le mettre entre parenthèses. Il faudra que nous fassions très, 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 très attention.
Je vais pas, il me reste que 5 minutes en tout, donc je vais pas entrer dans des détails. Je voulais parler un peu de la zone euro. Je voulais parler d'un fédéralisme éventuel de l'Europe comme une solution au moins partielle à cela. Mais bon, j'ai déjà parlé de l'économie, donc je ne vais pas entrer dans ces détails. Euh, L'objectif de la réunion, c'était aussi quelle piste d'action doit-on suivre pour que les changements sociétaux ardemment souhaités et exprimés ces derniers mois par la société civile soient accompagnés d'actes concrets qui nous mettent effectivement sur la voie de leur réalisation? Comment passer de l'utopie au réel, des aspirations sociales à leur concrétisation? Bon, là, vous l'avez vu dans ce que je viens de dire, on n'est pas véritablement sur la bonne voie, on est encore dans l'hésitation, dans le flou. Dans le flou. Ça viendra peut-être. J'ai donné l'exemple du Fonds monétaire international qui, 10 ans après, commence à prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas désespérer, mais on n'y est pas encore. Alors là, disons dans les 5 minutes qui restent, et pour ceux qui ne seraient pas au courant des propositions d'ordre politique que je fais par ailleurs, voilà, dans le monde civil. Bon, je ne fais pas de la politique au sens où j'aurai un mandat quelconque. Je donne du conseil quand on m'en demande. Je n'ai pas allusion au fait que un certain nombre de choses que je vais dire, j'ai eu l'occasion de les dire, par exemple, devant le Parlement européen, quand on m'a donné l'occasion de le faire. En particulier, j'ai fait un petit livre de recommandations qui s'appelle Vers un nouveau monde. Ça date, si mon souvenir, de 2017. C'était fait pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, qui de toute façon n'est pas loin pour vous. Et je sais que certains sont belges. Solidaris, donc la mutualité du Parti socialiste, m'avait demandé de faire un certain nombre de recommandations. Et là, je vais très rapidement, voilà, dans les 5 minutes qui nous restent, je vais rapidement faire simplement le catalogue. J'ai annoncé ma demande comme un projet qu'on inscrive l'État-providence dans la Constitution. Pourquoi? Parce que là, s'il y a bien quelque chose sur lequel tout le monde semble d'accord dans une situation comme celle-ci, c'est que l'État-providence, c'est bien utile. J'en avais parlé quand j'ai parlé d'économie, c'est bien utile parce que ça permet que quand les gens ne peuvent plus gagner du pouvoir d'achat en travaillant parce qu'il n'y a pas de salaire qui tombe, c'est bien utile qu'il y ait un État qui organise le fait que les sommes disponibles, éventuellement même par l'emprunt, puissent être redistribuées dans la population, et pas simplement pour encourager le fait qu'il y ait du pouvoir d'achat, mais pour que les gens puissent vivre tout simplement. La nécessité de cela, je crois qu'elle s'impose à tous, et en particulier dans une situation de crise. Mais vous savez, l'optique qui est la nôtre depuis au moins une vingtaine d'années, l'État-providence, c'est possible quand l'argent est nécessaire et est disponible. C'est quand est-ce que l'argent est disponible? Eh bien, l'argent est disponible quand il y a de la croissance. Et quand il n'y a pas de croissance, eh bien, tant pis, l'État-providence, il faut le mettre entre parenthèses pour un certain temps. C'est-à-dire que l'État-providence n'est pas un donné, ce n'est pas quelque chose qui est véritablement inscrit dans les institutions. Je vais prendre une analogie, parce qu'on en parle aux États-Unis, donc c'est dans l'actualité. Le fait que l'avortement soit autorisé aux États-Unis, ce n'est pas une loi. C'est un précédent dans un cas judiciaire, c'est-à-dire que ce n'est pas inscrit véritablement dans la loi. Ça dépend d'autres décisions judiciaires, éventuellement un jour ou l'autre. C'est pour ça que c'est au centre de la discussion autour d'une nouvelle nomination à la Cour suprême des États-Unis. Même chose pour nous, pour l'État-providence. Il n'est pas inscrit dans nos institutions. C'est considéré, du point de vue économique, comme un luxe qu'on peut se permettre parfois et qu'on ne peut pas se permettre à d'autres occasions. Et là, j'espère l'avoir souligné dans la deuxième leçon sur l'économie, en fait, non, les entreprises aussi ont besoin qu'il y ait du pouvoir d'achat dans les ménages pour que l'économie puisse tourner. Parce que s'il n'y a pas d'achat des choses qui sont produites, eh bien l'économie ne peut pas tourner. Donc ça ne devrait pas être considéré comme un luxe, ça devrait être considéré comme un élément d'armature. Et c'est pour ça que je demande qu'on mette ça dans la Constitution. Sur le point, je dois aller très vite bien entendu, sur le point de ce qu'on appelle maintenant le revenu universel de base, auquel j'étais acquis, j'ai fait partie des personnes, bon, il y a
y a 30 ans qui soutenaient ce projet. Mais mon expérience d'avoir travaillé 18 ans dans la finance m'en a découragé. Les sommes distribuées aux gens sous forme d'argent liquide ou de chèques sont trop vulnérables, sont trop sujettes à des prédations éventuelles de l'extérieur ou un mauvais usage. Il vaut mieux étendre la gratuité. La gratuité est protégée contre tout type de mésusage et en plus, elle est beaucoup moins chère. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre. Ils ont appelé ça service universel de base. C'est la gratuité pour l'alimentation de base, pour le logement de base, pour le vêtement de base, pour les transports en commun de proximité. Ça représenterait 2% de PIB, ce qui est faisable à l'échelle d'une nation, tandis que le revenu universel à l'échelle de la Grande-Bretagne, d'après les chiffres qui ont été donc produits, c'est 12%. Alors 12%, vous savez, quand on parle maintenant qu'on a une croissance de 2%, 12%, c'est 6 fois trop. Un pays ne peut pas se permettre un revenu universel de base qui serait véritablement attribué à tout le monde. Ça coûte trop cher. Et puis, comme ce serait donné à des tas de gens qui n'auraient pas de nécessité véritable pour ces sommes et qui les dépenseraient purement et simplement peut-être à des produits, à des gadgets qui ne sont pas de grande nécessité et qui détruisent la planète par ailleurs, c'est peut-être pas une bonne idée. Et alors, encore deux petites choses. Comment financer la gratuité? Et là, vous le savez peut-être, voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler en particulier au moment où le MR en Belgique, le Parti libéral, se posait la question, ce que j'appelle la taxe Sismondi. Pourquoi Sismondi? Un philosophe suisse qui avait dit: toute personne remplacée par une machine devrait pouvoir bénéficier à vie d'une rente perçue sur la richesse créée par cette machine. Voilà. On appelle ça en général la taxe robot maintenant. Ça a été dans le programme de M. Hamon. Ça a été discuté au Parlement européen, puis ça a été rapidement mis dans un tiroir. Mais je crois que c'est l'avenir. Il y a d'autres personnes qui en reparlent. Puisque les machines travaillent à notre place, puisque ça ne nous a jamais paru choquant qu'on impose, qu'on taxe les gens qui travaillaient quand c'était des gens qui le faisaient, ça ne devrait pas nous choquer quand c'est la richesse produite par une machine qui serait mise dans une tirelire générale et redistribuée à la population. Et enfin, dernière chose, qui est un peu, je dirais, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît à mon propos, c'est ma proposition de réinterdire la spéculation. La spéculation représente entre 40 et 50% des sommes qui circulent dans nos économies. Ce n'est pas dans nos économies véritablement, c'est dans la finance. Et ce sont des sommes qui sont utilisées purement et simplement à des paris entre acteurs, entre agents financiers, entre banques. Et donc, je vous avais signalé que quand il y a eu des pertes considérables en 2008, la moitié de l'argent qui a été perdu, c'est sur des paris entre banques. Il n'y a pas de raison, je dirais, que nos économies, que la moitié de l'argent disponible soit divertie pour simplement des paris entre banques. C'est une activité, c'est une activité purement et simplement parasite. Ça fausse les mécanismes financiers, ça fausse les mécanismes monétaires et ça enlève une partie considérable de ce qui pourrait être du pouvoir d'achat dans les populations. Voilà, allez, il est 17h06. J'ai rempli mon mandat. Je vois que vous êtes encore nombreux et je vois que David s'est occupé des questions éventuelles. Alors, je vais me tourner maintenant vers vous et vous demander de poser des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre dans la mesure de mes capacités, de mes moyens. Voilà, merci. Voilà, merci Paul. Donc, je vais effectivement modérer l'échange qui commence, discrètement bien sûr. Je propose d'abord de parcourir rapidement les quelques posts qui ont été émis durant ta conférence. Et puis, s'il y a des questions orales, n'hésitez pas à prendre la parole. Et s'il y a plusieurs questions en même temps, du coup, là, j'interviendrai comme modérateur. Voilà. Il y a une première réaction, je dirais, concernant le PIB. C'est Vincent qui s'est adressé à tout le monde en disant que le PIB est constitué d'une partie marchande et d'une partie non marchande, entreprise, administration publique. Je pense que c'était surtout une remarque. Mais Paul, si tu souhaites dire quelque chose à ce sujet, n'hésite
pas réagir. Oui, oui, bien entendu, oui. Et dans nos pays, il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi des administrations, il y a l'État, il y a la structure de l'État. Quand j'avais évoqué, je crois que c'est dans ce cadre-ci, la proposition pour répondre à une question de M. Bernard Friot, qui propose un mode de rémunération des personnes, j'avais fait remarquer, et bon, il est au courant, que sa proposition, c'est simplement d'étendre le statut de fonctionnaire à l'ensemble de la population, ce qui, d'une certaine manière, avait été fait dans les pays de communisme de type soviétique. Oui, oui, bien entendu, il y a deux types d'entreprises, il y a deux types de rémunération des personnes. On peut être fonctionnaire ou on peut être un indépendant ou un salarié. Oui, ça existe dans nos pays. Ça me permet de faire une petite remarque, c'est que la difficulté, une des difficultés essentielles, c'est qu'on nous a demandé, justement à partir des années 70 avec le néolibéralisme, on nous a demandé d'aligner la gestion d'un État sur celle des entreprises en termes de valeur ajoutée, en termes de profit. Et cette allez, j'allais dire peste, je vais le dire, nous le savons, nous sommes dans le milieu universitaire, là où nous parlons, elle s'est répandue dans l'évaluation au niveau universitaire, ce qui, bon, à mon sens, heureusement, je n'y serai plus très longtemps dans l'intérieur de ce système, mais qui, à mon sens, opère une véritable destruction de la manière dont le travail peut être fait, où on remplace une logique de qualité par une logique de quantité, où les revues ne sont plus évaluées en termes de la qualité des papiers qui sont produits, mais leur classement a été établi de manière arbitraire et autoritaire, je dirais de manière soviétique, et où vous êtes simplement obligé, vous comme auteur, de vous retrouver dans une bonne revue, mais cette bonne revue ne dépend pas du tout de la qualité de ce que vous faites. C'est uniquement vous qui êtes jugé, elle ne l'est plus. Voilà, c'est une petite remarque en passant sur une irritation personnelle. Oui, effectivement, il y a l'État, il y a des administrations, il y a un statut de fonctionnaire chez nous aussi, et l'État représente une partie importante. Il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des administrations à différents niveaux. Oui, il y a effectivement deux systèmes. La comptabilité quant aux activités de l'État n'est pas entièrement cohérente par rapport aux autres, même si une philosophie justement de gérer ça comme une boutique s'est instillée petit à petit. Il y a effectivement encore deux types de comptabilité. Parce qu'il y a une époque où on n'envisageait même pas qu'on allait évaluer l'efficacité des administrations en termes de profit. Merci. Un autre sujet concerne la question donc, de la réponse à la pandémie. Tu as évoqué la Chine comme exemple, je dirais, de réaction et comme modèle aussi de réaction d'efficacité. Est-ce que la Nouvelle-Zélande, dont on parle aussi de temps en temps, n'est pas un modèle très réussi, je dirais plus proche de nous au niveau de son modèle démocratique, de son projet? Et par ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas non plus douter de la transparence de la Chine quant à la réalité de sa situation actuelle? Oui, je commence par la Chine. Il y a des évaluations qui ont été faites maintenant par l'extérieur, comme des manipulations éventuelles sur les chiffres de la Chine ne portent que sur des chiffres très, très bas. Ça, on le sait. Qu'on multiplie, je crois que j'avais déjà dit la fois dernière, même si on multiplie par 100 le nombre de morts, ça ne fait pas une énorme différence. Ça fait une énorme différence pour les gens qui sont morts, bien entendu. Mais le fait reste que la période d'hésitation n'a couvert qu'un nombre de semaines en Chine. C'est à ce moment-là, sans doute, qu'il y a eu des manipulations sur les chiffres. Mais l'article du Financial Times d'hier nous montre que là où il y a une manipulation massive, je l'ai mentionné, quand on fait des recoupements, c'est au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Donc, avant de jeter la pierre à la Chine sur de petits chiffres, il faudrait peut-être que nous regardions aussi, fassions une autocritique sur des chiffres plus importants chez nous. Alors, sur la Nouvelle-Zélande, oui, bien sûr, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme régime, comme gouvernement en Nouvelle-Zélande?
C'est ce qu'on appelait autrefois, on appelait ça la social-démocratie ou le socialisme. Le socialisme, on l'entend pour le comme on l'appelait, on l'utilisait dans nos pays. Ce que fait Madame, j'oublie son nom malheureusement parce qu'elle fait d'excellent boulot et qu'elle vient d'être renommée avec 60% des voix, c'est effectivement assez enthousiasmant au niveau de la population. La Nouvelle-Zélande, bon, il faut quand même le dire, c'est un petit pays, c'est pas un grand pays. Je crois que je l'ai mentionné, c'est un pays, à moins que ce soit dans mon cours d'anthropologie interculturelle, où il y a un véritable effort de réconciliation de la population sur une évaluation de la situation coloniale. Les gens locaux, bien entendu, ce sont les Maoris. Et une évaluation du rapport historique entre les deux types de populations, ce qui permet d'éviter des choses, voilà, des accidents comme on voit aux États-Unis en ce moment, où un passé n'a pas été véritablement traité à proprement parler. De certaine manière, c'est le cas aussi, et là, on en parle ces jours-ci. C'est pas le cœur du problème, mais il faut quand même le mentionner aussi. Un passé colonial se trouve encore à l'arrière-plan des rapports entre les communautés musulmanes et chrétiennes dans nos pays, ou de traditions chrétiennes dans nos pays. Oui, personnellement, dans le petit bouquin que j'ai fait justement pour Solidaris, et ce que Madame, son nom m'échappe toujours, essaye de faire en Nouvelle-Zélande, c'est du même ordre. Bon, voilà, donc je dirais sur l'échiquier politique, elle et moi, nous nous situons au même endroit, et donc j'aurais du mal à dire du mal de ce qu'elle fait là-bas. Une autre question, je les prends un petit peu dans le désordre, mais je reprendrai certaines que je saute à l'instant. En lien avec justement enfin, les résultats de la Chine, mais aussi le fait qu'en Europe, on ne doit pas non plus, on n'a pas non plus été parfois tout à fait transparent ou clair. Est-ce que cet état de fait du nombre de morts qui a été sous-estimé par le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie est mentionné dans l'article du Financial Times? Et sinon, où est-ce qu'on peut trouver l'analyse? Oui, on peut le trouver dans l'article du Financial Times. Je peux donner la référence. Merci. Alors, voilà, Madame Jacinda Ardern, je suis quand même honteux d'avoir oublié son nom, Madame Jacinda Ardern, qui est donc la Premier ministre du Royaume-Uni. Et je ne crois pas que je vais pouvoir trouver aussi facilement l'article qu'on me pose la prochaine question, et je vais essayer de trouver la référence de l'article sur le... Toujours en lien avec la question de la manipulation des chiffres ou de la difficulté à être tout à fait transparent et à y voir tout à fait clair. C'est Alain Pierrot qui émet à la fois une remarque et une question. En France, le plan comptable et les règles de gestion des bilans des entreprises autorisent à mêler des résultats sur quelques exercices et de produits financiers sur plusieurs exercices. Cela me paraît avoir des effets pervers compensables par des changements sur la définition des outils comptables, comptes de gestion. Point d'interrogation. Enfin, est-ce que tu as un avis ou une réflexion à partager sur Oui, parce que c'est exactement ça qui a permis à M. Trump de ne payer que 750 $ sur comme déclaration fiscale ces années récentes. Oui, parce qu'on permet d'étaler, etc. Il y a un peu je dirais, le verre est dans le fruit tout au départ, dans ce qu'on appelle l'actualisation, le calcul de prix à partir du fait qu'une somme aujourd'hui pourrait être placée aux taux d'intérêt qui sont ceux en existence d'application sur un certain type d'année et qui permettent de décompter. Et là, malheureusement, c'est un problème que je traite de manière systématique dans mon livre sur Keynes. C'est le fait que un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Le proverbe le dit bien. Si on me dit, voilà, je te donne, au lieu de te donner 100 francs, je te donne une reconnaissance de dette qui te permettra dans un an d'aller chez quelqu'un d'obtenir les 100 francs, on dira, non, c'est pas la même chose. Et c'est la problématique qu'a introduit tout de suite les gens qui acceptaient des lettres de change au Moyen-Âge. Je veux bien vous acheter une reconnaissance de dette de 100 €.
que je pourrais faire valoir dans un an, mais je vous l'achète à 57 €. Voilà. Et ça se trouve, bien entendu, dans notre comptabilité. Ça fait aussi que nous calculons des chiffres non pas sur des chiffres réels, mais sur des chiffres à valoir, que nous faisons des escomptes, parce que cette opération-là, donc, c'est escompté, que nous le faisons de manière systématique. Mais ça conduit à des grands débats. Ça conduit à des grands débats du point de vue de la comptabilité, en particulier à l'époque de la crise en 2007-2008. Ça coïncidait aux États-Unis avec une modification justement du calcul de ce type-là, qui avait conduit, les abus avaient conduit à ce qu'on calcule tout au prix du marché, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas de projection, qu'on n'escompte pas sur un certain nombre d'années. L'idée était, je dirais, intéressante, puisqu'elle résout d'une certaine manière ce principe un tiers vaut mieux que deux tu l'auras. La difficulté, c'est qu'on est là en situation de crise, comme les prix changent tout le temps et ont tendance à tomber à zéro, du jour au lendemain, la plupart des entreprises ne valaient absolument plus rien parce qu'il n'y avait plus de vendeurs, tout était au prix du marché et rien ne valait plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai bon souvenir, c'était vers le mois de mai 2008, c'était avant l'effondrement. Vers le mois de mai 2008, à un mois près, c'était peut-être en avril, il y a eu une réunion et à un niveau ministériel, les représentants des organismes de comptabilité ont été mis en demeure par le gouvernement, et la séance est très intéressante parce qu'il y a eu des cris qui ont véritablement été poussés entre hommes d'affaires et administrateurs américains. Le ministère a dit il faut changer les règles comptables. Pourquoi? Parce que quelques semaines plus tard, le bilan des entreprises, le bilan trimestriel des entreprises allait être produit. Et si les règles n'étaient pas changées, c'était de l'ordre de plus de la moitié des entreprises qui se seraient trouvées de fait en faillite. Donc, on ne pouvait pas le faire. Donc, cette question-là, et c'est une question épineuse, monsieur, c'est vraiment une question épineuse. Si vous posez la question, c'est que vous êtes au courant. Là aussi, principe aristotélicien du juste milieu, il faut trouver un moyen de tenir le moins compte possible de la variable temps, tout en ne pouvant pas l'ignorer entièrement parce que nous vivons dans le temps et qu'effectivement, si je vous dis, je vous donne les 100 € que je vous les dois, je vous donnerai que l'année prochaine, vous ne me prendrez pas mes 100 € au prix comptant, vous les prendrez à un prix diminué. Il y a une valeur qui est liée à l'écoulement du temps et on ne peut pas faire autrement. Mais, et comme je le dis, nous n'arrivons pas véritablement à le maîtriser au point que dans des situations de crise, nous devons même changer la manière dont nous abordons les choses, comme dans ce cas de cet organisme comptable aux États-Unis, mis en demeure en des situations de crise, de changer entièrement le principe du jour au lendemain parce que pour sauver l'économie. Là, il ne s'agissait pas de sauver la finance, il s'agissait de sauver la rédaction des bilans d'entreprise et il fallait pas que plus de la moitié apparaisse comme étant sous la ligne de flottaison, ce qui paraissait tout à fait raisonnable. Mais ça ne s'est pas passé dans le calme, ça ne s'est pas passé dans le calme du tout. Il y a eu d'ailleurs, bon, il faut le dire à leur honneur, un certain nombre des responsables des systèmes de comptabilité à qui on enjoignait simplement de changer les règles, ont démissionné à ce moment-là en disant non, ça ne fait pas partie de notre métier de ne pas résister à la pression du politique, parce que c'était une pression du politique. Merci. Il y a Gabriel qui souhaiterait poser une question oralement. Donc, Gabriel, tu peux prendre la parole. Paul, je trouvais plus sympa de parler que d'écrire des trucs. Surtout que je me demandais si on ne pouvait pas prendre un certain nombre de tes observations du début de ta conférence pour essayer Enfin, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Je pense que tu m'aides à réfléchir à un problème que je me pose depuis longtemps. C'est la question au fond des anti-masques. Donc, si on considère, il n'y a pas que ça, mais que dans le mouvement anti-masque, il y a une profonde défiance vis-à-vis des autorités légitimes, en tout cas jusqu'ici considérées comme légitimes, qu'elles soient sanitaires ou politiques ou médiatiques. On a une situation où apparemment, si j'ai bien regardé, mais
le mouvement anti-masque est très structuré, est très visible et très vocal en Allemagne et quasiment pas en France. Alors que, donc, si la grille d'analyse, elle est de la défiance, moi j'ai un problème parce que, c'est pas un problème par rapport à ce que tu as dit, mais c'est que justement en France, il y a eu non seulement une incurie monumentale de la part du pouvoir et des mensonges, bon, tu parlais des bêtisiers qu'on peut regarder sur Internet. Aujourd'hui, il y a une obligation, là, en ce moment je vis à Berlin, c'est très relax, l'obligation du port du masque, beaucoup plus que dans les grandes villes françaises. Donc, ouais. Et en Allemagne, ce système, enfin, il y a quand même une culture moins forte du mépris de la part du pouvoir et d'une distribution, j'ai l'impression, plus fine du pouvoir pour les citoyens avec le système fédéral. Tu vois, c'est comme si ça se croisait. Donc, je me demandais si on pouvait, voilà, si tu pouvais prendre certains des éléments d'observation pour Oui. réfléchir à ça. Oui, quand on regarde les mouvements anti-masques, il y a des tentatives effectivement de structuration qui réussissent plus ou moins selon les pays. Et moi, tu en sais peut-être plus, tu es peut-être davantage intéressé à ce qui se passe véritablement effectivement sur le terrain, sur qui est qui dans ce cadre-là. Ce que moi j'ai pu voir se dégager, c'est quand même deux courants. D'abord, il y a les extrêmes droites de type classique qui coïncident avec une partie de ce courant anti-masque. Ça fait partie de la remise en question du pouvoir, bon, qui est un principe assez systématique du côté des extrêmes droites. Mais il y a aussi la dimension libertarienne. Et la dimension libertarienne, évidemment, elle est difficile à traiter parce que nous savons qu'il y a une dimension, je dirais, comment dire, la grille de lecture gauche-droite, extrême gauche, extrême droite, ne marche pas bien sur les mouvements libertariens, puisqu'ils sont fondés simplement sur je dirais, un point de vue extrémiste à l'intérieur de l'individualisme. Bon, c'est une position extrémiste du point de vue de l'individualisme. Je suis la personne qui décide de mon propre sort. Et on le sait d'un point de vue historique, d'où ça vient. Le premier livre, évidemment, c'est celui de Marx Stirner. Comment ça s'appelle? Le moi et son double, chez mon souvenir, ou le moi et... Pardon, les manifestants, ils disent pas, je suis d'accord avec toi, mais en termes de culture politique, tu vois, comment oui. Qu'est-ce qui fait que ces gens descendent dans la rue en Allemagne et pas en France? Je crois que c'est une désorganisation de l'extrême droite, parce que si l'extrême droite en France était mieux organisée, elle aurait embrayé là-dedans, comme dans un grand nombre de choses. Heureusement que nous sommes que 18 à l'instant, et donc ça ne se répandra pas trop dans la population. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de donner des idées, mais je crois que c'est un manque d'organisation. Effectivement, le mouvement anti-masque en France, il est lié à... On le voit, il est lié à un certain négationnisme, mais qui prend ce qui m'a frappé, là, en tant qu'anthropologue, c'est l'aspect culte populaire qui s'est créé par exemple autour du docteur Raoult. Et la plupart de ces personnes qui apparaissent comme des contestataires à ce niveau-là, il y a rapidement une imagerie de type classique pour un saint populaire. C'est tout juste si on n'attribue pas des miracles à ces saints thaumaturges, etc. En France, je vois ça se couler dans quelque chose de très traditionnel, dans une dimension superstitieuse qui se trouve dans le chrétien depuis très très longtemps et qui remonte peut-être même avant, bien entendu, puisque moi j'habite la Bretagne et que partout il y a une source, il y a une chapelle bâtie par-dessus. Mais au niveau, je dirais au niveau général, bon, aux États-Unis, il est très très clair qu'il y a une superposition entre les mouvements suprémacistes blancs et le mouvement anti-masque. Ce sont les mêmes personnes. Je ne vois pas aux États-Unis un mouvement anti-masque qui ne serait pas lié au mouvement suprémaciste, aux Proud Boys et aux milices locales. En Europe, oui, c'est beaucoup plus diffus. Et comme tu dis, en Allemagne, c'est lié à une extrême droite. Mais il y a aussi cette dimension, et aux États-Unis aussi, au niveau des protestations, mais qui ne sont pas des protestations dans la rue, au niveau de toute cette philosophie libertarienne qui est fort en arrière-plan du transhumanisme d'une certaine manière. Moi d'abord, c'est moi qui décide de mon sort, etc., etc.
fort une perspective qui se rapproche là de l'ultralibéralisme ou même de la science économique avec son principe d'individualisme méthodologique. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas véritablement de collectif. On peut décrire une économie entièrement de façon complète et parfaite en ne décrivant que des collections d'individus à partir, c'est le principe même du marginalisme, on peut décrire toute l'économie à partir d'un seul agent qui essaie de maximiser l'utilité des ressources qui sont à sa disposition. Bien entendu, c'est pour ça que la science économique ne fait aucun sens aux yeux même simplement d'un anthropologue ou d'un sociologue ou même d'un politologue, mais la science économique a un pouvoir dans notre société et moi je ne vois pas de grande remise en question de ce principe d'individualisme méthodologique au niveau de l'économie, même parmi les contestataires. Merci Paul. Une autre question de Vincent. Quel est selon toi véritablement le bon indicateur de la performance sanitaire des pays? Est-ce que c'est le différentiel avec les morts de l'année 2018 par exemple, ou est-ce que tu privilégierais un autre critère pour mesurer la performance sanitaire d'un pays par rapport à un autre? Apparemment, la Banque centrale européenne a utilisé un indicateur qui est le suivant. C'est le nombre de jours où il y a eu plus d'un mort par million d'habitants dans un pays. Voilà. Alors là, moi j'avais utilisé spontanément avant d'avoir su ça, simplement le nombre de morts par million d'habitants. Mais là, c'est un truc, c'est plus dynamique. C'est-à-dire, on regarde pendant combien de temps on peut considérer que la direction du pays n'avait plus le contrôle de l'épidémie. Et donc, cet indicateur-là, bon, qui a sans doute aussi des inconvénients, mais il est utilisé au niveau de la Banque centrale européenne et peut-être du Fonds monétaire international. Où j'ai trouvé ça, c'est dans le même article du Financial Times. Donc, le nombre de jours où la situation était véritablement plus maîtrisée au niveau du gouvernement. Et là, je ne me souviens plus des chiffres des autres pays, mais là, je crois, c'est mon souvenir, c'est 60 pour la France. C'est-à-dire 60 jours pendant lesquels, en fait, bon, les autorités étaient débordées, ce qui manifestait comment dire, ce qui est un écho, bien entendu, du débordement des hôpitaux principalement. Voilà, donc il y a des outils. Des gens ont réfléchi à un bon outil. Et là, je ne peux pas le faire en ce moment parce qu'il faudrait que je recherche quand même cet article. Si j'ai bon souvenir, il était d'hier, mais il est peut-être d'avant-hier. Et là, la difficulté, bien entendu, c'est que ce ne sera pas d'accès général. Alors, ce que je peux faire, c'est simplement communiquer les points importants. Je reproduirai l'autre graphique comme celui-ci pour le contrôle et l'autre sur la manière dont apparemment les chiffres ne sont pas fiables pour le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Merci. On pourra trouver ça sur ton blog, c'est ça? Mais je n'ai pas le droit comme abonné du Financial Times et c'est un truc à ce point, je dirais, autoritaire que on m'a déjà appelé au téléphone du Financial Times pour me dire que je recopiais des articles simplement parce que je faisais des dossiers pour mes leçons et des trucs comme ça. Ils sont très 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 sourcilleux, mais je vais faire, oui, effectivement, sur mon blog, je vais faire un petit billet avec l'information que j'aurais retirée de l'article, de graphiques et puis sur l'indicateur dont on vient de parler. Merci. Je vois qu'il est 17h30. Je pense qu'on peut encore discuter 5 minutes par rapport aux 5 minutes Oui. 5 minutes de retard du début de la session. Il y a une question qui peut ouvrir un large débat. Je sais que certains parmi les écoutants sont très sensibles à cette question-là. Malheureusement, je vais peut-être devoir être frustrant à un moment donné et dire qu'il est peut-être temps aussi de se quitter pour laisser les uns et les autres partir à leurs activités ou à leurs obligations. Mais il y a une remarque de Vincent qui dit dans un post, en gros, bref, de la défiance envers la science économique a découlé la défiance envers les autres sciences.
est-ce qu'on peut établir le lien de causalité comme ça, ou est-ce qu'on peut dire que la faiblesse, je dirais, de la modélisation ou de la comptabilisation de la crise a engendré une défiance aussi dans la capacité des autres sciences à nous dire des choses sur ce qui se passe? Ou est-ce que la crise, le conflit avec les sciences, avec les experts, entre le public et les experts est beaucoup plus profond que ça? Et ce qu'on observe ici est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus dense, quoi. Oui, deux remarques. La première, c'est que je ne pense pas que les gens qui doutent de la science, voilà, les gens de la Terre plate et tout ça, je ne crois pas que ce soit à partir d'une réflexion sur l'inefficacité de la science économique qu'ils y soient parvenus. Non, ce qui est intéressant, c'est en fait que c'est, bon, allez, là je vais appeler les choses par un chat, c'est le monde marchand qui est responsable des deux. Bon, première chose, on le sait, la science économique n'est pas née dans les universités. Monsieur von Mises a été financé au départ, donc il était financé par des chambres de commerce. C'est le milieu des chambres de commerce qui ont fait apparaître une alternative à ce qui était la science économique qu'on appelait économie politique au XIXe siècle. Ce n'est pas une initiative des départements universitaires, c'est venu du monde des affaires et du monde de la finance, un mécontentement par rapport à la science économique qui circulait à l'époque. Et ça a été souligné par Rist et Gide dans leur grand livre sur l'histoire de la pensée économique au 18e et au 19e siècle. C'est une sorte de coup d'État. Et le résultat immédiat, c'est l'élimination de deux points centraux à la réflexion de l'économie politique, une réflexion sur le statut de la propriété privée et le statut du rapport entre les classes sociales ou les conditions entre des groupes antagonistes à l'intérieur de l'économie. Bon, alors ça existait depuis toujours, je dirais, dans l'économie politique. Quand Quesnay fait son grand tableau de l'économie française vers 1750, il montre un antagonisme entre ce qu'il appelle les classes laborieuses et les classes oisives. Bon, donc on n'appelait pas ça toujours des classes, on appelait ça des conditions, etc. Mais il est vrai qu'une fois que la science économique est créée à la fin du 19e siècle par les marginalistes, donc des gens qui ont souvent le support des milieux financiers, c'est vrai que disparaissent, et ça donc, dans leur livre qui est de 1905, si j'ai bon souvenir, Gide et Rist le souligne, aussitôt disparaissent des livres d'économie des réflexions sur la propriété privée et sur les rapports éventuellement antagonistes entre des groupes humains, conditions, et on les appelle États aussi, bien sûr, comme le tiers-État. Donc, c'est le monde des affaires qui produit, et on le sait, le même monde des affaires qui produit comment s'appelle-t-il, le club de Montpellerin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des fonds qui viennent des entreprises suisses qui créent ce groupe qui créera le prix Nobel d'économie. Donc, le prix Nobel d'économie émerge directement des milieux financiers, des milieux d'affaires. Ce n'est pas une initiative, là non plus, de type universitaire, académique. Par contre, la remise en question des sciences, elle vient là aussi du milieu des affaires. Il y a le fameux livre de Oreskes et j'oublie l'autre auteur, Les marchands de doute, le fameux livre sur les marchands de doute, qui nous montre que ce sont les marchés financiers qui remettent en question le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon, les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone. Là, c'est un financement dont ça a été, c'est public maintenant. On sait combien la compagnie Exxon a mis d'argent pour que certains scientifiques ou pseudo-scientifiques remettent en question le lien entre certaines fumées d'usine et des pluies acides et ainsi de suite. On sait combien la compagnie Reynolds a mis d'argent pour faire produire des articles qui remettraient en question le lien entre le cancer des poumons et le tabac, etc. Donc,
La raison pour laquelle nous ne devons pas faire confiance à la science économique ni à la science financière, c'est parce que c'est une émanation, je dirais, intéressée du monde de la finance. Pourquoi nous devons nous battre contre la remise en question des sciences naturelles, des sciences dures? C'est parce que là aussi, c'est une offensive des milieux des affaires. Ce n'est pas exactement le même milieu, mais c'est de là que ça vient. Bon, je le dis d'autant plus librement que j'entretiens personnellement un dialogue avec ces deux milieux pour des raisons diverses, familiales et autres, et parce que je crois qu'il est important de maintenir un dialogue. Mais ça me permet d'autant plus, je dirais, de souligner les culpabilités qui viennent de ce côté-là. Voilà, merci Paul. Je vois qu'il est 17h37. Je te laisse peut-être conclure. Oui, merci beaucoup David d'avoir joué ce rôle de monsieur loyal, particulièrement loyal. Et donc nous nous retrouvons pour la dernière séance la fois prochaine. C'est celle sur les dystopies et les utopies. C'est comment produire véritablement une nouvelle représentation de vers quoi y aller, parce que c'est probablement ce qui caractérise véritablement notre époque, c'est qu'il n'y a plus de véritable vision d'un navire vers lequel aller et qui serait purement positif. Nous avons des représentations de type défensif parce que nous voyons des choses qui s'écroulent autour de nous sur des plans divers, des pans entiers qui tombent, pas seulement des banquises, mais nous manquons un peu d'une vision de ce qu'il faudrait faire. On la retrouve d'une certaine manière, et c'est de ça qu'on parlera dans la culture, dans les films, dans les romans, peut-être dans des réflexions de type transhumaniste, collapsologie, etc., qui sont véritablement au centre de nos réflexions dans notre groupe Ethics. Voilà. Alors à la semaine prochaine à 16h si vous le voulez bien. Et merci d'avoir été là.